tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous parler du prix Nobel de chimie de 2010 décerné à Richard Heck, Eiichi Negishi et Akira Suzuki pour leurs travaux sur les réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique. Cette découverte date des années 1970, lorsque l'éponge Discodermia dissolutia a été isolée. Cette éponge vit à 33 mètres de profondeur dans la mer des Caraïbes. Elle produit une substance appelée la discodermoline, utile en chimiothérapie. Cependant, cette substance est très peu présente dans la nature. Et afin de la produire de façon artificielle, il faut utiliser les réactions de couplage catalysées par le palladium. Donc, quel est le principe de cette réaction ? Donc, le palladium est utilisé en tant que catalyseur, c'est-à-dire qu'il va participer à la réaction sans pour autant être consommé. Donc, on va avoir deux réactifs, l'électrophile, qui est pauvre en électrons, et le nucléophile, qui est riche en électrons. Le nucléophile peut être un alcène, donc c'est un composé organique qui a une double liaison carbone-carbone, ou alors le nucléophile peut être un organométallique, donc c'est un composé organique qui a un métal. L'électrophile et le nucléophile vont dans un premier temps se lier au palladium. Donc grâce au palladium, l'électrophile et le nucléophile seront proches l'un de l'autre. Ils vont pouvoir s'assembler pour former une liaison carbone-carbone qui va donc être le produit voulu. Donc les trois réactions de Heck, Negishi et Suzuki se basent sur ce principe. Nous allons donc vous parler de ces trois réactions et ensuite nous finirons par vous parler des applications de ces réactions. Fin 1960, Richard Heck travaille pour une entreprise du Delaware, Hercule & Co. Il apprend qu'à l'étranger, d'autres entreprises utilisent le palladium pour catalyser des réactions et il tente d'en faire de même. 1968, il publie ses recherches sur la formation de polystyrène à partir de bromobenzène et d'oléfine catalysés par le palladium. En 1972, il publie un nouvel article dans lequel il approfondit ses recherches. Il parvient à former des liaisons carbone-carbone à partir de divers alcènes et de dérivés halogènes grâce au palladium. Ces recherches sont très intéressantes car avant ça, la manière la plus efficace de former des liaisons carbone-carbone était l'utilisation de réactifs de Grignard, qui avait obtenu le prix Nobel de chimie en 1912. Comme quoi, ces liaisons doivent être plutôt intéressantes si elles ont obtenu deux prix Nobel différents. Cependant, ces réactifs sont, comme leur nom l'indique, très réactifs, et leur addition sur d'autres composés n'est pas très précise. C'est là le principal avantage de la réaction de Heck, la précision. Le palladium est un métal riche en électrons. Pris dans son degré d'oxydation 0 et entouré de deux ligands, il réagit avec un groupement RX, R étant déficient en électrons, pour former du palladium L2RX. Cette réaction s'appelle une addition oxydative. L'atome de palladium, qui était auparavant riche en électrons, se retrouve dépourvu, étant donné qu'il les partage désormais avec R. Il peut donc se faire attaquer par des composés riches en électrons, et c'est le cas de la double liaison carbone-carbone des alcènes. Celle-ci va attaquer le palladium et entraîner la rupture de la liaison R-palladium qui va aller attaquer l'alcène alors devenu déficient en électrons. On vient de former notre liaison carbone-carbone. Une réaction de bêta-élimination a ensuite lieu et permet dans le même temps de détacher notre molécule de palladium et de reformer la double liaison. C'est bon, on a obtenu notre molécule d'intérêt. On régénère le palladium par l'ajout de bases, souvent du tri-N-butylamine. Cette réaction favorise la formation d'alcènes trans et n'admet que peu de contraintes. Celles-ci sont l'impossibilité d'utiliser un groupement méthyle pour R et celle d'utiliser des alcènes de départ qui réagiraient avec la base. Eiichi Negishi est né en 1935 en territoire de Mandchourie occupé par l'armée impériale japonaise et est malheureusement mort en 2021 aux États-Unis d'Amérique dans la ville d'Indianapolis. C'est en 1977 qu'il publie ses travaux sur une autre version améliorée de la réaction de Grignard, une réaction qui à la fin portera bien sûr son nom, la fameuse réaction de Negishi. Cette réaction va faire intervenir deux composés organiques, d'un côté un dérivé halogéné, et de l'autre côté un dérivé organométallique avec en son sein un atome de zinc, et cette réaction permettra de former un nouveau groupe carboné. Comme dit précédemment, cette réaction est à la base une simple amélioration du procédé de Grignard,
Negichi a ici remplacé simplement l'atome de magnésium, contenu dans le réactif de Grignard, par un atome de zinc. Mais elle permet un meilleur rendement, ce qui est toujours bienvenu en chimie et notamment en chimie organique, car cela permet d'économiser énormément de ressources. Et puis le plus intéressant avec cette réaction, c'est qu'elle est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On va prendre dans un premier temps un complexe métallique avec du palladium. On va enlever ensuite 2 ligands et on va ajouter le composé halogéné à l'aide d'une réaction d'oxydoréduction. Dans un second temps, on va faire intervenir le composé organométallique en faisant une réaction de transmétallation. Pour faire simple, le zinc arrive, récupère l'halogène et décide de se barrer très loin. Ainsi, le second groupe carbone peut s'attacher au palladium. Enfin, il n'y a plus qu'à modifier la géométrie du complexe par une isomérisation. Ainsi, les 2 groupes carbone peuvent se relier entre eux et partir loin dans l'horizon. C'est pas beau ça? On a réussi à créer une nouvelle molécule. Akira Suzuki, né en 1930, est le plus âgé des 3 et pourtant le seul encore vivant. Enfant, il adorait les mathématiques et voulait en faire son métier, mais l'histoire ne serait pas la même s'il avait continué dans cette voie. Finalement, il choisit la chimie et réalise un post-doctorat à l'université Purdue de 1963 à 1965, où il s'intéresse aux réactions de couplage. C'est là que germe l'idée qui le mènera, en 1979, à la découverte de la réaction de Suzuki. Cette réaction permet de former une liaison carbone-carbone en utilisant un acide boronique et un dérivé halogéné, comme le brome ou l'iode, en présence d'un catalyseur au palladium. En réalité, la réaction est presque la même que celle de Negishi, à la différence qu'il utilise du bore plutôt que du zinc. Pourquoi le bore? Parce qu'il est plus stable, plus doux et moins toxique que les métaux utilisés auparavant, comme le zinc ou le magnésium. En plus, il est facile à manipuler, ce qui en fait une méthode précise et efficace pour la chimie organique. Suzuki a ainsi trouvé une approche plus simple et plus propre que ses prédécesseurs pour former des liaisons carbone-carbone. Il ne s'attendait sans doute pas à ce que sa découverte le rende si fameux qu'un astéroïde, nommé 87312 Akira Suzuki, lui soit dédié. Comme vous l'aurez compris, ces réactions ont révolutionné la chimie en permettant la synthèse de molécules complexes en peu d'étapes. Elles ont permis des applications dans de nombreux domaines. En médecine, elles ont permis de simplifier la synthèse de médicaments, notamment des anticancéreux et des antiviraux. En électronique, elles ont permis de synthétiser des composés présents dans les écrans OLED dans le but d'obtenir des couleurs plus éclatantes et de réduire la consommation d'énergie. Enfin, elles ont facilité la synthèse de nouvelles molécules utilisées pour la conception de pesticides et d'herbicides plus sélectifs et moins polluants. Bon, tout ça c'est génial, mais depuis 2010, la chimie a bien évidemment évolué, ou du moins a essayé. Le palladium étant rare, coûteux et potentiellement néfaste à l'environnement, les chercheurs ont étudié des alternatives plus accessibles et durables, telles que l'utilisation d'autres métaux comme le nickel, le fer ou encore le cuivre pour les réactions de catalyse. Le cuivre s'est révélé être un bon candidat et a déjà été utilisé pour la synthèse du caoutchouc. Le nickel nécessitait en revanche de fortes températures, limitant ainsi la portée des réactions. Mais des études récentes ont montré que l'excitation du nickel par la lumière visible pourrait permettre de lancer la réaction de catalyse sans utiliser de fortes températures. En résumé, cette découverte reste essentielle jusqu'à aujourd'hui malgré des recherches accrues pour les améliorer. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager.